Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Il y a aujourd'hui une journée d'action chez Sanofi sur les sites de Compiègne et de Lisieux à la suite de la cession de Doliprane à un fonds d'investissement nord-américain. Vous dites Michel Barnier doit bloquer la vente, mais est-ce que cette vente, elle menace vraiment notre souveraineté? Je crois. D'abord, je veux dire mon soutien, ma solidarité avec les salariés qui sont en grève. Le gouvernement se targue de vouloir obtenir des garanties. Oui, des garanties notamment sur le fait que Doliprane continue d'être fabriqué en France. Oui, les garanties sont des garanties de même nature que par exemple celles qui avaient été accordées au moment où General Electric avait racheté Alstom. Et je crois que les garanties n'ont pas été suivies. Ce fonds de pension américain est propriétaire, je vous donne cet exemple, depuis 2020 des entreprises But et Conforama. Depuis que ce fonds de pension américain est propriétaire de ces entreprises, il y a eu plusieurs milliers d'emplois qui ont été supprimés par ces entreprises. Donc je ne crois pas une minute aux garanties qui sont données par le fonds de pension américain qu'il y aura un maintien de l'emploi et un maintien de la production en France. Et si on veut garantir notre souveraineté, il a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le décret Montebourg, c'est-à-dire pour bloquer la vente, faire en sorte que cette production de médicaments essentiels à la vie de la nation reste en France. Et pour ma part, je crois aussi qu'il faut poser la question de la nationalisation de Sanofi. C'est ça, vous voulez nationaliser Sanofi, mais j'ai quand même regardé la valeur boursière de Sanofi, c'est 126 milliards d'euros. Au moment où il faut faire des économies, c'est pas un peu hors sol de dire ça? Non, je ne le crois pas du tout. Ce qui est hors sol, c'est de continuer à considérer que la production de médicaments qui sont essentiels pour pouvoir soigner les Françaises et les Français doit être un objet sur lequel des entreprises comme Sanofi se font des milliards d'euros de bénéfices. Mais le Doliprane, il va pas disparaître des pharmacies françaises. Mais je ne vous ai pas dit que le Doliprane allait disparaître des pharmacies françaises. Je vous dis que si vous acceptez, par exemple, qu'un fonds de pension américain devienne le fonds de pension qui produit ce médicament, alors dans un moment de tension, on en a connu un, par exemple, pendant la crise sanitaire, vous avez un risque, quand il y a une tension sur les approvisionnements, que ça soit plus la France qui soit servie en priorité et que ça soit un autre pays qui le soit à notre place. Et il me semble normal. D'ailleurs, le président de la République, Emmanuel Macron, pendant la crise sanitaire, avait dit il faut être fou pour accepter que notre production de médicaments soit confiée à d'autres pays que nous. Donc je pense que c'est simplement respecter cette règle. On doit être capable de produire nous-mêmes ce dont on a besoin pour pouvoir soigner notre population, tout simplement. Depuis hier, je parlais de la valeur boursière de Sanofi et des milliards d'économies. Depuis hier, le budget justement est examiné à en commission des finances de l'Assemblée nationale. Une commission d'ailleurs qui va être transformée en commission d'enquête. Vous dites, voilà, c'est une victoire, c'est une très bonne chose. Bien sûr, c'est ce que nous Pour comprendre les dérapages budgétaires. Bien sûr, il y a quand même quelque chose de totalement inacceptable. C'est que contrairement aux prévisions qui avaient été affichées par le gouvernement à la fin de l'année dernière dans la préparation du budget 2024, les prédictions de déficit en particulier ont complètement dégringolé par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Et il y a des raisons pour cela. Et on peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi on en a été informé que tardivement. Et je pense que tout le monde a à peu près une partie de la réponse, c'est qu'il y avait des élections européennes, puis des élections législatives, et qu'il y a eu une manière de cacher la réalité budgétaire parce que Emmanuel Macron avait la peur, la crainte que ça ait un impact électoral. Donc c'est ça que cette commission d'enquête doit déterminer. Donc vous dites Emmanuel Macron et son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ont menti sciemment aux Français, à la représentation nationale? Ça me semble évident et maintenant cette commission d'enquête, je crois, va en faire la démonstration. Mais Jordan Bardella, il avait raison alors. Pourquoi? Il voulait un audit, lui, avant l'été. Jordan Bardella, il voulait mettre à plat les comptes pour comprendre le dérapage. Oui, mais Jordan Bardella n'avait pas raison. Jordan Bardella a demandé un audit pour pouvoir justifier qu'un certain nombre de mesures et de promesses qu'il faisait aux Françaises et aux Français depuis des mois et des mois, finalement, il décidait de les abandonner de son programme. C'était la raison pour laquelle il appelait cet audit. Il disait, je vous ai promis ça pendant longtemps, mais maintenant je ne vous le promets plus parce que tout ça va être conditionné à un audit des comptes publics. Écoutez, quand on est un petit peu sérieux, on fait des chiffrages de ses propositions, de son programme, on dit comment on va financer ces mesures, c'est ce que nous avons fait, le Nouveau Front Populaire, et Jordan Bardella était totalement incapable de le faire. Maintenant, donc vous n'avez pas récupéré l'idée avec cette commission d'enquête de Jordan Bardella? Non, pas du tout. Nous avons fait tout simplement notre travail. Vous savez, les parlementaires à l'Assemblée nationale, ils ont un rôle qui est de voter des lois, mais ils ont aussi un rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et mettre en œuvre ce rôle de contrôle de l'action du gouvernement, c'est par exemple enquêter sur ce qui semble être manifestement un mensonge d'État, qui est le dérapage de notre déficit, sans aucune information, sur lequel aujourd'hui le gouvernement de Michel Barnier, en quelque sorte, est mis au pied du mur de venir réparer
les mauvaises besognes d'Emmanuel Macron et du gouvernement précédent. Dans ce budget, il y a certaines mesures qui font l'unanimité contre elles. Il y a le gel des pensions de retraite, il y a aussi la hausse de la taxation de l'électricité. La gauche, le RN et la droite sont tous alignés. Vous dites, tant mieux, du Rassemblement national aux Républicains, soyons unis, soyons forts. Je dis, il y a les hypocrites dans cette discussion budgétaire. C'est que si, comme vous le dites, ces mesures-là qui sont dans le budget qui a été proposé par Michel Barnier font l'unanimité contre elles, c'est ce que vous avez dit, alors la droite, alors l'extrême droite aurait pu faire une chose très simple pour empêcher que ces mesures voient le jour, c'est voter la censure du gouvernement de Michel Barnier. Ça avait lieu. La semaine dernière, nous avons déposé une motion de censure. Et ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont en désaccord avec, en gros, l'essentiel du budget de Michel Barnier, en vérité, ils ont laissé Michel Barnier proposer son budget puisqu'ils ont refusé de censurer le gouvernement. Donc je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette situation, que notamment les électrices et les électeurs du Rassemblement national, qui sans doute ont voté pour des candidats du Rassemblement national au mois de juillet, en espérant que ça permette une rupture avec la politique d'Emmanuel Macron, se sont fait complètement trahir et flouer aujourd'hui par l'orientation qui est celle de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Agnès Pannier-Runacher a ouvert la porte à l'augmentation de la fiscalité sur le gaz. C'est vrai que c'est une énergie fossile et pourtant vous dites non. Non, je dis non parce que ça soit sur le gaz, que ça soit sur l'électricité, les factures elles ont très largement augmenté. Les factures d'électricité elles ont augmenté de plus de 40% sur les 2 dernières années. Donc je dis aujourd'hui que faire croire que ce serait une mesure de transition écologique, de faire porter encore plus la responsabilité financière sur les usagers, sur les citoyennes et les citoyens, ça me paraît complètement inacceptable. Aujourd'hui, la priorité, bien sûr qu'il faut investir dans la transition écologique, et j'observe que le budget de Michel Barnier est en recul sur ce sujet. Par exemple, sur les investissements dans la rénovation thermique des logements. Je dis, c'est certainement pas aux ménages d'assumer encore la charge d'une augmentation du prix du gaz ou d'une augmentation du prix de l'électricité. Écoutez, c'est simple, il manque 60 milliards d'euros, c'est ce que dit Monsieur Barnier. 60 milliards. Oui, 60 milliards. Ils disent que son budget est perfectible. Il en appelle à une co-construction. Donc, il vous tend la main. Vous dites, oui, c'est une bonne méthode, méthode Barnier. Mais ce sera une bonne méthode si Michel Barnier s'engageait à ne pas avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution sur le budget. Hier a commencé l'examen en commission des finances. Nous avons, nous les Insoumis, déjà fait voter 3 amendements par une majorité des députés de la commission des finances. Par exemple, pour rendre non pas exceptionnel mais pérenne les augmentations des impôts sur les plus riches, pour augmenter le taux de ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire l'imposition sur les revenus du capital. Si Michel Barnier disait dès le début, mais moi tous les amendements qui seront votés à l'Assemblée nationale, je les reprendrai dans la copie budgétaire finale, on pourrait en discuter. Mais vous savez bien que ce n'est pas ce qu'il dit et qu'il s'apprête à utiliser l'article 49.3. Donc il peut essayer de se donner une image d'ouverture, mais si c'est pour à la fin faire un 49.3 et décider tout seul, ça va pas résister très longtemps à la réalité des faits. Vous continuez à faire ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire tout le programme, rien que le programme, tout le programme du Front populaire. On peut pas imaginer un budget de compromis en se disant, voilà, chacun est un petit peu gagnant. Madame, ne me faites pas, s'il vous plaît, porter à moi la responsabilité. Écoutez, Monsieur Barnier a dit dès le début de l'examen budgétaire, il y aura un débat à l'Assemblée, mais il y a quelque chose qui changera pas, c'est que sur les 60 milliards d'euros, c'est 20 milliards de nouvelles recettes et 40 milliards de réduction dans la dépense publique. C'est ce que Monsieur Barnier a dit. Donc, si vous appelez ça une ouverture dans la discussion, on n'a sans doute pas la même conception d'une ouverture dans la discussion. 60 milliards d'euros, c'est ce qu'Emmanuel Macron a supprimé aux recettes de l'État depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est ce qui manque. Moi, je pense qu'il est possible d'aller chercher 60 milliards d'euros de recettes supplémentaires et il n'y a pas besoin pour ça de s'en prendre au peuple. Donc ce sera la censure pour vous, quoi qu'il arrive. S'il y a le 49.3. Bien évidemment, à partir du moment où le gouvernement de Michel Barnier aura recours à l'article 49.3, nous déposerons une motion de censure. Et là, nous verrons si les hypocrites dont on a parlé tout à l'heure, qui font des grands mots sur les plateaux de télévision contre les mesures de Michel Barnier, passent enfin de la parole aux actes. Un dernier mot sur Lucie Castet. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit la candidate LFI en Isère pour la législative partielle? On a l'impression qu'elle ne veut pas forcément porter vos couleurs. Je sais pas, on va voir. Écoutez, c'est un scénario. Il va y avoir effectivement, pour les gens qui nous écoutent le comprennent, une élection législative. Oui, parce que votre propre député LFI a démissionné pour des raisons de... il a été exclu de notre groupe, ensuite il a démissionné. Donc il y aura cette élection. D'ici à 3 mois. Lucie Castet fait partie des hypothèses. On discute avec elle. Oui, mais on a l'impression qu'elle veut pas trop, que l'étiquette La France Insoumise, ça lui fait un peu peur. Mais l'idée n'est pas qu'elle soit candidate de l'étiquette de La France Insoumise.
Insoumise. La France Insoumise a présenté des candidats. Qu'elle soit dans votre groupe après. Attendez, la France Insoumise a présenté des candidats sous la bannière du nouveau Front Populaire. Donc la proposition que nous avons fait à Lucie Castet, c'est d'être candidate sur cette circonscription au nom du nouveau Front Populaire. Et comme cette circonscription était une circonscription sur laquelle il y avait un député insoumis, qu'elle siège ou qu'elle soit apparentée au groupe insoumis, mais à l'intérieur du nouveau Front Populaire. C'est ça la proposition que nous lui avons faite. On verra si cette proposition aboutit. Très bien. Bonne journée à vous. Merci, vous.